5, 4, 3, 2, 1, top! Bonjour à tous, bienvenue en Vendée, bienvenue au Sables d'Olonne pour suivre cette remise des prix de la 9e édition du Vendée Globe. Le Vendée Globe, ici au Sables d'Olonne, ville de départ et d'arrivée de ce tour du monde à la voile, en solitaire, sans assistance et sans escale. Cette incroyable aventure humaine nous a tenus en haleine près de 3 mois, enfin un petit peu plus pour certains. Parmi les 33 skippers qui ont pris le départ ce matin de novembre, il y a eu des émotions inouïes, des expériences parfois difficiles à raconter. On va essayer avec eux aujourd'hui de retracer toute l'histoire de cette course au scénario inimaginable. Car pour la première fois depuis ce 8 novembre, ils sont tous réunis, tous ou presque, profitez-en, ils sont là. Vous pouvez leur poser des questions via les réseaux sociaux et le hashtag VG2020. Il va être temps de nous intéresser, de rentrer dans cette course. Alors, c'est un moment effectivement très particulier. Vous le disiez, ils sont tous là. Ils ont marqué leur arrivée, notamment grâce à ces images qu'on va découvrir ensemble. C'est une émotion réelle, sincère, que de voir réunis ici les skippers du Vendée Globe 2020 pour cette remise des prix. Alors, vous pouvez le constater, ils sont installés de façon très précise. C'est une installation au cordeau digne de ce qu'il se passait ce matin du 8 novembre sur les pontons de Port-Olona. Nous respectons évidemment les gestes barrières, les distanciations sont très précisément respectées. On a tous été testés avant cette cérémonie, vous, Maxime, moi, les skippers, les organisateurs et les partenaires de ce Vendée Globe. Organisateurs et partenaires, ils sont là, c'est l'occasion de les saluer, à commencer par Yves Auvinet, président du conseil départemental de la Vendée et du Vendée Globe. À vos côtés, Patricia Brochard, coprésidente de Sodebo, Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire, avec également Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne, et puis à vos côtés, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France et le parrain de cette 9e édition du Vendée Globe. Tout le monde est là, on le disait, ou presque. Ils sont deux en visio, en direct avec nous. Alex Thompson depuis l'Angleterre. Bonjour Alex, vous nous entendez, un petit signe de la main. Et puis Boris Herman en direct, lui, depuis l'Allemagne. Alors avant de nous replonger dans les joies et les déconvenues de cette course, vous savez, tous ces sentiments mêlés qui, quelques mois après, ne forment plus qu'un immense bon souvenir, évidemment. On va revenir et découvrir ensemble ce qui fait l'essence du Vendée Globe avec son parcours et ses règles.
Le Vendée Globe, une course en solitaire, sans escale et sans assistance. 22 000 milles nautiques, environ 46 000 km à parcourir. Un tour du monde en 80 jours pour les plus rapides. L'enjeu, partir des Sables d'Olonne et revenir aux Sables d'Olonne. Sur le papier, c'est assez simple. En réalité, c'est un peu plus compliqué. Dès le départ, les marins affrontent le golfe de Gascogne, ses dépressions et son trafic maritime dense. Une fois dans l'Atlantique, cap sur l'équateur en évitant au mieux le poteau noir, puis le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène et l'entrée dans l'océan Indien. Le tour de l'Antarctique et ses 40e rugissants qui portent bien leur nom. On se fait bien défoncer là. On est au près. Ici, le mot solitaire prend tout son sens. Les skippers passent au point du globe le plus éloigné de toute terre émergée. Après avoir laissé sur leur gauche 3 caps, Bonne-Espérance, le Cap Lewin et le mythique Cap Horn, une certaine libération annonce la dernière ligne droite. Le Cap Horn! Yes! Mais elle est encore longue. Toute une remontée de l'Atlantique, soit un bon mois de course avec en prime la fatigue et un IMOCA souvent fragilisé. Et justement, parlons du bateau. Les IMOCA sont des monocoques d'un peu plus de 18 mètres, dotés d'un mât de 29 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 10 étages. L'habitacle est restreint et plutôt spartiate. En dehors de rares moments de répit, c'est l'inconfort permanent pour optimiser le poids, donc la vitesse du bateau. Ça tape, ça cogne, au point que certains skippers adoptent casques et vêtements de rugby pour encaisser les chocs. Voilà, regardez l'équipement de ouf! On se demande bien alors ce qui les motive. Ils ont une passion commune, l'appel de la mer. Un enjeu commun, revenir aux Sables d'Olonne en Vendée. Et il a donc fallu cette année une volonté hors du commun pour parvenir à organiser ce Vendée Globe dans le contexte que l'on connaît, le 8 novembre. Pas de public donc aux Sables d'Olonne, mais des sentiments mêlés près des pontons, l'appréhension, sentiment de délivrance et puis l'envie de faire rêver également. Arnaud Boissière, vous nous avez rejoint. Vous êtes le skipper de l'Amicaline Artisan Artipole. On parlait de faire rêver. Est-ce que, en ce matin de 8 novembre, quand vous devez quitter vos proches, votre famille, votre foyer, est-ce que c'est ce sentiment qui vous anime, faire rêver? Ouais, bonjour, forcément. Faire rêver, c'était important pour moi, comme pour tous les concurrents, mais aussi moi, ça m'a fait rêver quand j'étais jeune, de voir tous ces grands marins faire le Vendée Globe et d'être acteur de la course. C'est un sentiment mélangé, mélangé d'émotions, de pression et tout ça. Et du coup, tu te sens chargé de responsabilité vis-à-vis de tes partenaires, mais ta famille forcément. Et puis, tous les gens qui t'encouragent, tu n'as pas envie de rater quelque chose, la sortie du ponton ou autre. Donc du coup, c'est des moments intenses à vivre dans une vie de marin. Il y a un vieux compagnon, vieux compère de Vendée Globe à vos côtés, Fabrice Amédéo, skipper de Newrest à Rae-Fenêtre. Ce matin-là du 8 novembre, vous avez même une pensée pour l'élection présidentielle américaine. La suite a été... Vous avez eu le temps de penser à tout. Oui, merci de le rappeler, Maxime. La suite était moins heureuse pour moi. Mais c'est vrai que ce jour-là, j'étais très heureux de partir. Il y avait eu l'élection de Joe Biden, en effet. On était tous passés par des périodes compliquées quand même. Ce départ de Vendée Globe, ces 3 semaines avant le départ, c'était pas simple. Et donc ce matin-là, je me suis dit, Joe Biden a été élu, le Vendée Globe prend son envol, prend son départ. Tout est possible. C'est la fin du tunnel et enfin, on va partir vers de belles aventures et le monde va tourner à l'endroit. Le monde va tourner. 4 Vendée Globe bouclés pour vous, Arnaud Boissière. Vous n'aimez pas qu'on dise dans l'histoire du Vendée Globe, chacun la sienne, dites-vous. C'est quand même une sacrée histoire, la vôtre. Bah oui, on a chacun notre propre histoire, hein, que ce soit le Vendée Globe ou pas. Mais le Vendée Globe, c'est sûr que pour moi, c'est une histoire qui est forte. Hein. Pour moi, c'était c'était mon 5e Vendée Globe presque. Parce que le premier Vendée Globe, je l'ai gagné en quelque sorte en 89 quand je viens avec mon papa et que j'étais malade. Donc ça m'a fait beaucoup rêver de voir ses concurrents partir à l'époque. Et puis ça m'a vraiment propulsé quand j'étais malade. Et aujourd'hui, quand on me dit tu rentres dans l'histoire du Vendée Globe, pas du tout. On a tous nos propres histoires, ceux qui font la course, ceux qui abandonnent, ceux qui continuent. Donc voilà, et c'est pour ça que je n'ai pas l'impression d'entrer dans une histoire ou quoi qu'en soit. Vous êtes modeste. Ceux qui abandonnent, ceux qui continuent. Hein. Et ceux qui pensent à l'avenir également. Fabrice, dans 4 ans, on vous reverra peut-être avec une autre approche, mais toujours avec cette volonté de collecter des données capitales, des données scientifiques.
Exactement, donc moi le Vendée Globe 2020 s'est pas passé comme prévu pour moi et donc ça a été pour l'occasion d'une grosse et profonde remise en question. J'ai beaucoup réfléchi cet hiver et donc mon projet va continuer avec cette envie intacte de courir, de sensibiliser les jeunes générations et aussi de faire des mesures partout où je vais naviguer. Puis comme vous l'avez dit, avec une nouvelle approche en essayant d'être plus structuré et de faire mieux la prochaine fois. Justement, si je peux me permettre, on réfléchit sur quoi l'hiver ? L'hiver, quand les copains sont en mer et qu'on est rentré plus tôt que prévu, on réfléchit à ce qui a pu se passer pour expliquer un échec, parce qu'un échec, ça fait grandir à condition d'en tirer les conséquences, de le regarder en face et de ne pas se défausser, ce qui a été mon cas. Et un échec, c'est jamais simple, c'est jamais une seule raison, il y a toujours un faisceau de convergence et donc il faut tout analyser, tout mettre à plat et se remettre en question, c'est ce que j'ai fait. Merci beaucoup, Merci. Fabrice, Amédéo, Arnaud Boissière. On vous laisse regagner votre Merci. place après avoir posé votre micro afin qu'il puisse être désinfecté. Puis, ce sont deux autres skippers qui avaient comme point commun d'être bisus ce 8 novembre. Miranda Meron, skipper de Campagne de France, ainsi que Manuel Cousin. Je vous demande de prendre la place sur scène de Fabrice et d'Arnaud sous les applaudissements des autres concurrents. Camarade Manuel Cousin, 15e, 23e de ce Vendée Globe, vous aviez changé de vie pour participer à ce Vendée. C'était votre rêve, vous le touchez du doigt en ce 8 novembre. Oui, c'est exactement ça. On a tout quitté. Moi, je suis d'origine normande, donc avec ma femme, on a quitté notre Normandie pour venir s'implanter au Sable en 2017. Et ainsi, comment dirais-je, venir sur ce Vendée Globe 2020. Donc effectivement, franchir la ligne, c'est déjà pour moi une victoire et un rêve qui se concrétise ce jour-là. Avec une course qui a répondu à toutes vos attentes ? Oui, même bien plus. C'était déjà un rêve d'en prendre part. Et puis je crois que j'ai été gâté. J'ai eu des choses extraordinaires, alors des galères bien sûr, comme tout le monde, des choses merveilleuses. Et puis je crois que le meilleur, c'est le passage de la ligne d'arrivée, le chenal, même si effectivement il n'a pas été celui qu'on aurait pu rêver, qu'on rêve tous quand on pense Vendée Globe, mais ça a été magique quand même parce que voilà, c'est l'arrivée d'un Vendée Globe, donc ça s'oublie jamais quoi. Justement, Miranda, quand vous partez, on est tous confinés en fait, on est tous dans un monde un petit peu triste et vous vous élancez vers un monde de liberté. Est-ce que vous en avez parlé à l'arrivée de ce monde de liberté? Est-ce que c'est vraiment ça qui était les contraintes pour la liberté, un départ du Vendée Globe? Alors, se retrouver tout seul avec son bateau en mer pour un tour du monde comme le Vendée Globe, c'est la liberté totale. Certes, il y a les règles de course et il y a les lois maritimes, mais sinon, c'est la liberté totale et la responsabilité individuelle totale. On est responsable de son bateau, de sa sécurité et de tout ce qui se passe à bord et des décisions. Et c'est vrai que c'est un très grand contraste entre la liberté de la mer et les contraintes à terre, surtout en cette période. Justement, vous êtes seul en mer. Vous le disiez, vous aviez le sentiment de bien vous connaître. C'est aussi un des privilèges quand les années passent. Mais avec ce Vendée Globe, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir découvert de nouvelles choses sur vous? Effectivement, 10 jours avant l'arrivée, j'ai commencé à penser au Vendée Globe 2024, ce qui m'a étonné un peu. Sinon, je suis revenue un petit peu plus vieille que les 3 mois que j'ai passés en mer. C'est sans doute effectivement l'émotion et tout le travail qu'il y a à bord. En tout cas, si vous êtes chargé de tous les rêves que vous avez provoqués en nous. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vous laisse regagner vos places. Alors, il faut faire passer les micros à la désinfection. Je vous invite à rejoindre le coin de la scène pour faire désinfecter vos micros. Merci à tous. Merci à tous les deux. Il est évidemment temps de nous plonger dans cette 9e édition du Vendée Globe. Alors on va revenir à ce matin du 8 novembre. Souvenez-vous, sur les pontons assourdissants de silence, les cœurs étaient serrés, les masques en tissu étaient encore sur les visages. Et c'est la météo qui va décider, avant même le départ, que cette édition du Vendée Globe serait absolument unique. « 33 skippers se lancent ce 8 novembre 2020 dans ce qui est désormais la plus célèbre, mythique et singulière course au large, le Vendée Globe.
Un tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale, mais pas sans émotion. C'est de la joie, de la tristesse, de l'impatience, de plein de choses. Ça porte pas de nom, c'est pour ça qu'on appelle ça un départ de Vendée Globe. Je pense que je vous mentirais si je vous dis que j'ai pas un peu peur quand même. Ils ne savent pas ce qui les attend, ils savent juste qu'ils laissent derrière eux la terre, les proches et pour la première fois, une pandémie. Et on va leur envoyer plein de rêves, plein d'images, partager l'aventure encore plus que d'habitude parce que c'est dur ce qui se passe en ce moment à terre et voilà, donc si on peut faire rêver les gens en mer, on va le faire. 5, 4, 3, 2, 1, top! Et c'est parti. Après dissipation de la brume, les 33 bateaux, dont 19 foilers, prennent enfin leur envol. 22 000 milles à parcourir, 10 semaines en mer pour les plus rapides, un peu plus pour les autres. Et c'est tout naturellement que les favoris sont en tête en ces premières heures de course. C'en est presque habituel, rassurant. Mais ce que l'on ne sait pas encore, c'est que ce Vendée Globe va être le plus haletant, le plus fou, le plus épique de ces 9 éditions. Vous n'aurez plus loin de ces masques. Portez-vous bien, à bientôt. Alors le masque, Romain Athanasiou, on en a encore un peu besoin parfois. Aujourd'hui, on respecte la distanciation physique. Vous savez, en partant pour ce deuxième Vendée Globe, vous savez un peu où vous mettez les bottes, qu'il y aura quelques tempêtes, potentiellement des côtes cassées, des problèmes dans le mât. Mais pourtant, ça ne vous a jamais empêché de communiquer avec le sourire. Comment avez-vous fait? En fait, à chaque fois que c'est difficile, je me dis, attends, tu fais le Vendée Globe quand même. Je ne sais plus qui parlait de ça tout à l'heure, c'est la course qu'on rêve de faire tous depuis qu'on fait du bateau. Donc je sais que la difficulté, pour nous on dit la première victoire c'est d'être au départ. C'est très difficile. Donc quand on y est, chaque fois je me remémore ça dans les moments difficiles. Et puis voilà, il faut raconter la course et essayer de le faire. Faut pas que ce soit chiant non plus, quoi. Mais il faut quand même aussi raconter les moments difficiles. Faut pas faire le clown tout le temps, mais il faut essayer. Faut pas nous faire croire que c'est facile, ça l'est pas. Ça l'est pas, surtout quand je monte dans le mât comme ça, je peux vous assurer que j'ai vraiment peur. Donc non, j'essaye de transmettre toute l'aventure aux gens qui me suivent et qui nous suivent tous. On vous remercie de nous avoir mis Michel Sardou en tête pour tout le Vendée Globe. En tout cas, c'est cet optimisme peut-être qui vous a permis aussi de vous projeter sur le Vendée Globe suivant et d'envisager d'acheter un bateau beaucoup plus récent, par exemple. Là, tout de suite, là, ouais. Mais Miranda disait que 15 jours avant d'arriver, elle pensait déjà à son projet. Moi aussi, j'avais appelé Boris juste avant d'arriver. Oui, parce que la nature humaine est bien faite. Vous savez comment c'est, on oublie rapidement les mauvais moments, on garde que les bons. Et donc quand on arrive, je crois qu'avec Jérémy, tu te rappelles, quand on s'est appelé dans le sud, enfin en remontant l'Atlantique, je l'appelle et je lui dis rappelle-moi quand je te dirai que je veux faire le prochain Vendée, ce moment-là. Il me dit t'inquiète. Puis une semaine après, il m'a appelé en me disant rappelle-moi quand je te dirai pour le prochain Vendée, ce moment-là. Je lui dis t'inquiète. Il en est où votre téléphone? Vous vous êtes rappelé? Ouais, non, bon, c'est vrai qu'on discute un peu, mais voilà, on sait très bien la difficulté que c'est. Non, il faut repartir. Enfin, on a toujours envie de repartir en fait. Quand on arrive, on se rappelle tous ces moments incroyables. Le Vendée, je pense que c'est 90% de souffrance, mais c'est 10% incroyable. 90 aussi, comme 90 jours, et la 14e place pour Romain Athanasiou. Maxime, vous êtes le skipper de VNB Mayenne. On vous entend dans le film que l'on vient de voir prononcer un mot singulier, le mot peur. Quand on voit votre parcours, la peur, elle n'a pas dû vous accompagner très longtemps. Un peu quand même. Après, j'ai la chance d'être parrain national d'une association qui s'appelle Vaincre la mucoïcidose. Et c'est vrai que dans des moments de doute, des moments de peur, je pense à tous ces patients qui se battent au quotidien avec une maladie. Nous, on fait juste que traverser des océans. Alors de recevoir un message depuis le bord d'un patient qui dit c'est génial ce que tu fais, merci. Ça me booste clairement et oui c'est sûr que il nous arrive des tas de choses mais je crois qu'on est là pour les vivre en fait et on cherche à vivre ça et c'est ce qu'on va chercher donc non on n'a presque pas le droit d'avoir peur. Si on vous avait dit juste avant le départ qu'avec votre bateau vous finiriez 10e, est-ce que vous auriez cru? Est-ce que vous auriez signé tout de suite? Oui, c'est sûr que j'aurais signé tout de suite. J'ai même pas osé le rêver. Non, clairement, j'y allais déjà pour essayer de finir. C'est un engagement énorme d'être au départ du Vendée Globe. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le préparer, énormément de plaisir à le vivre. Et la cerise sur le gâteau, un top 10, donc je suis ravi.
Et on prend énormément de plaisir à ce que vous nous le racontiez. Merci beaucoup. Kojiro Shiraishi, vous êtes le skipper de DMG Mori. Je m'excuse de ne pas pouvoir m'exprimer avec vous en japonais. Nous avons la chance d'avoir Shota avec nous pour la traduction. C'était votre deuxième participation et vous êtes parti avec une promesse émouvante et profondément engageante, la promesse de terminer. Cette promesse, vous l'avez tenue. C'est une promesse que vous aviez faite à votre mentor, aujourd'hui disparu, Yuko Tada. C'est pour lui, ce Vendée Globe? いやこれは日本のためのバンデグローブで、遠い日本からこのバンデグローブって出るのは本当に大変なことです。Non seulement pour Yuko Tada, mais pour le peuple japonais, vraiment tout le peuple japonais. J'ai essayé de finir ce Vendée Globe. あとまあねいろいろ苦しいことあったけどフィニッシュして本当良かったと皆さんのおかげです。ありがとう。Mais oui, bien sûr, j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de choses difficiles et j'ai pu finir et c'était ça qui était super. En attendant, le français, bravo pour ce numéro de scène. À chaque fois, vous êtes coutumier du fait, mais ça marche très bien. On rigole et on est ravis de vous voir avec le sourire parce qu'on a appris à votre arrivée que vous aviez subi une opération du cœur quelques semaines avant le départ. Aujourd'hui, vous êtes le premier asiatique, premier marin asiatique à boucler le Vendée Globe. Il y a plein de petits Japonais désormais qui ont envie de le faire également. いや何人かやりたいっていうのが出てきてとっても嬉しいです。そのためにもねこれからも頑張っていきたいと思います。Oui, j'ai reçu, en arrivant au Japon, j'ai eu beaucoup de lettres et beaucoup de personnes, jeunes japonais, qui sont venus vers moi. Et je suis super content. Et c'est aussi pour ça que je dois continuer à faire de la course au large pour eux aussi et pour leur donner un avenir. Shota, juste décalez-vous qu'on vous voit aussi. On vous remercie. J'en profite pour remercier aussi les traducteurs qui sont à nos côtés pour traduire en français et en anglais pour les non-francophones et non-anglophones. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et le français, on est arrivé en français. Bravo à vous, Kojiro Shiraishi. Merci à Shota, Maxime, Romain, merci à vous tous. Donc, après le départ des sables, le principe seulement est simple, boucler la boucle, en théorie, donc une boucle de 45 000 km qui démarre par la descente de l'Atlantique. Dès la première semaine, pour affronter le toboggan de l'Atlantique, le moins que l'on puisse dire, c'est que la météo est mauvaise. Les skippers affrontent 3 dépressions, dont Theta, la tropicale. Je sais pas qui nous a choisi cette météo pour la descente de l'Atlantique, mais moi je suis au bout du rouleau, franchement. Alex Thompson, 5e participation, grand favori sur son bateau futuriste, traverse la tempête, prend la tête de la flotte et fonce vers l'équateur. Il est suivi par un Jean Le Cam en pleine forme sur son IMOCA à dérive classique, début d'une performance hors norme qui tiendra en haleine le monde entier. Là, je peux pas être pas content, quoi. Si je suis pas content, là, si je suis pas content, alors je serai jamais content. 2 skippers sont contraints, eux, de rentrer au bercail pour réparer, et non des moindres. Fabrice Amédéo et surtout le compétiteur dans l'âme, Jérémy Bayou, autre grand favori de ce Vendée qui voit s'envoler ses rêves de première place. Le 16 novembre, un peu avant 8 h, Nicolas Troussel, lui, voit carrément s'envoler son rêve. Il annonce son abandon. Difficile de continuer avec un bateau qui n'a plus de mât. Les températures remontent, les cirés tombent. La pression des premiers jours redescend un peu et on check les premiers bobos comme Kojiro Shiraishi qui, de skipper, devient couturier pour réparer sa grand voile avant de passer la ligne mythique de l'équateur. Alors, je vais vous faire la traduction. Je vais continuer avec ma traduction japonaise. Merci, Shota. C'était un merci beaucoup. Oui, c'est Shota qui a traduit. Un merci beaucoup de la part de notre japonais préféré, désormais, après cette imitation fabuleuse sur ce plateau. On va parler de la descente de l'Atlantique. On ne va pas en parler en japonais, Clarisse, ne vous en faites pas. Clarisse Kremer, vous êtes skipper de Banque Populaire. Alors, cette descente de l'Atlantique, ce n'est pas forcément la chose dont vous avez le plus envie de parler. Elle a été violente, elle a été douloureuse. Vous avez dû aller chercher au plus profond de vous-même les forces et cette résilience pour continuer d'avancer.
Oui, violente et douloureuse, j'irai peut-être pas jusque-là. Après, c'est sûr que j'ai un peu mis du temps à rentrer dans ma course et à vraiment me sentir bien sur mon bateau. Et voilà, les conditions météo au début se sont bien enchaînées. Ça a été assez féroce. C'était peut-être les conditions météo qui étaient violentes et douloureuses. Ouais. Et puis moi, là, je manquais aussi un peu d'expérience, hein, il faut le dire. Et donc, j'ai mis du temps à me sentir bien sur mon bateau. Mais du coup, c'est vrai que en fait, pour moi, les mers du Sud, ça a été une forme de délivrance. Donc, c'est un peu le monde à l'envers. Mais je pense que je me faisais aussi beaucoup de soucis à l'idée d'aller dans les mers du Sud et qu'une fois que j'étais dans le vif du sujet, ça allait beaucoup mieux. Cueillie d'entrée donc, mais vous terminez 12e, femme la plus rapide de l'histoire du Vendée Globe. Je vous le place, je sais que vous aimez particulièrement cette statistique. En 87 jours, Clarisse, c'est vrai. Et surtout, on se souvient du chenal, avec ces mots là, au moment qu'on est en train d'apercevoir. C'est absurde. C'était si absurde que ça? Oui, j'ai eu l'impression qu'il me manquait j'avais quelques fils qui se touchaient dans le cerveau à l'arrivée parce que c'est beaucoup de choses. Une arrivée du Vendée Globe, quand on a passé 3 mois tout seul sur un bateau, on s'imagine. Enfin, c'est vrai que je m'étais pas du tout préparée à l'arrivée et donc de voir beaucoup de monde d'un coup, et c'est un moment très joyeux et voilà, ça faisait un petit peu trop d'émotions pour mon petit cerveau, et donc c'est pour ça que j'arrêtais pas de dire c'est absurde, c'est que ça me paraissait complètement improbable et encore aujourd'hui j'ai du mal à imaginer que ça ait pu avoir lieu. Didac, vous êtes le skipper de One Planet, One Ocean. Est-ce que je peux vous poser la question en français et vous me répondez en espagnol, ou vous vous lancez en français? En tout cas, je suis votre filet de sauvetage si vous avez besoin d'un filet de sécurité en espagnol. Pour votre deuxième Vendée Globe, vous avez dit que vous avez plus profité du parcours. Ça signifie quoi, profiter du parcours à ces allures? ¿Qué significa aprovechar el...? Hola, buenas tardes. Bueno, sí que parece difícil que podamos disfrutar del recorrido, pero realmente cuando una cosa te gusta tanto, ¿no? Y la sientes tan adentro, ¿no? Pues bueno, realmente se disfruta. Cuesta explicar las sensaciones que tienes, sobre todo en la parte del sur, ¿no? Tantos días navegando, tantas semanas, ¿no? Y con proyectos que son tan difíciles de sacar adelante, ¿no? Así que para mí, pues tanto la anterior edición que participé como en esta, pues han sido unas grandes sensaciones, ¿no? Y sobre todo, pues yo creo que la he podido disfrutar más también porque tienes más experiencia, ¿no? Y también, pues el barco ha ido un poquito mejor, así que ha sido, bueno, quizá más disfrutando en el sentido de navegar, ¿no? Y del recorrido y de saborear más cada día que pasaba. Je vais raccourcir un petit peu. J'en vois qui essaie, qui voudra peut-être traduire ici, s'il y a des volontaires. Vous avez effectivement pu plus profiter parce que vous avez plus d'expérience. Ça a été l'occasion de peut-être profiter plus de tout ce que vous pouviez vivre, sachant que vous l'aviez déjà vécu quelque part et que vous avez pu profiter plus de ce qu'il y avait autour de vous et profiter plus de ce que vous ressentiez. J'espère que j'ai eu juste. De toute façon, vous parlez français, vous me corrigez si j'ai faux. Vous finissez 20e après 97 jours de mer et vous retournez à votre vie habituelle, à votre vie de tous les jours, votre vie de pompier. Comment on fait pour revenir au quotidien après 97 jours de mer, presque 100 jours de mer tout seul? La semaine qui suit. Bueno, son las circunstancias, ¿no? Personales de cada uno, ¿no? Pues ahí en la Vendée pues tenemos a muchas personas de muchos orígenes, ¿no? Y bueno, pues en mi caso compagino mi vida profesional, que es de bombero, con la navegación, que me apasiona, ¿no? Y bueno, por circunstancias personales pues tuve que enseguida de acabar la regata, ¿no? Pues volver al trabajo y bueno, pues sí que es un poco extraño al principio, ¿no? Porque tienes aún recuerdos de estar navegando, de la vuelta al mundo, pero bueno, la vida sigue, ¿no? Y hay que adaptarse a lo que venga, ¿no? Y en mi caso pues es en el trabajo y que también pues hago con mucha alegría igualmente. Alors évidemment, c'est les circonstances de la vie qui font ça. Il a pu profiter de sa passion en naviguant autour du monde pendant le Vendée Globe et il a dû revenir à sa profession de pompier. La vie est comme ça, on enchaîne d'une passion à un travail quotidien. Gracias, merci. Merci à vous deux. On vous laisse rejoindre non pas la caserne, mais les gradins au moins dans un premier temps, en passant par la case micro. Merci Clarisse, à tous les deux. Merci beaucoup également, Clarisse Kremer, sous les applaudissements. Pendant que Nicolas Troussel, skipper de Corum, va venir nous rejoindre, ainsi que Giancarlo Pedotte, skipper de Prysmian Group, qui vont prendre place ici, messieurs. Nicolas, l'échange, le petit sourire complice. Nicolas, je me tourne vers vous d'abord. Malheureusement, vous avez été le premier à abandonner dans son Vendée Globe, pardon de le rappeler. Mais il a fallu digérer tout ça, c'est fait. Comment on arrive à transformer tout ça, justement, en énergie positive? En retournant naviguer, en ayant un beau programme à venir cette année, et puis l'année prochaine aussi. Et puis en ayant évidemment en ligne de mire le prochain Vendée Globe en 2024.
Ça y est, là, votre bateau est revenu à l'eau, tout va bien? Tout va bien, c'est vite dit, mais en tout cas, on avance bien et on a bien travaillé cet hiver pour le remettre en état et puis pour l'améliorer, le fiabiliser et qu'il soit compétitif sur les prochaines épreuves. Merci Nicolas Troussel, Giancarlo. Forcément, quand vous avez appris ça, comme tous, eh bien, on se pose des questions dans la course. Vous, sans être dans le cliché italien, c'est qui va piano va sano à ce moment-là de la course. Je ne veux pas naviguer comme un punk. Ça, c'était pour un peu plus tard, pour la fin, pour accélérer. Bah moi, mon premier objectif sur ces Vendée Globe, c'était de les terminer parce qu'on a des bateaux très technologiques et moi, je n'avais pas beaucoup d'expérience. On était une équipe jeune avec pas beaucoup d'expérience au sein justement de mon équipe du Vendée Globe. Et donc, j'avais vraiment envie de les terminer et de chercher de faire une course au mieux de mes capacités. Donc, j'ai gardé toujours ces caps-là en tête. Je vais aller directement à la fin. Ma quanto è bello quel bacio che dai. À la fin, vous avez embrassé votre bateau, vous faisiez corps avec lui, il y avait une émotion incroyable. Il représente quoi? Plus qu'un morceau de vous? Bah à la fin, on vit beaucoup en binôme avec nos bateaux. On entend toujours ces bruits. Les bateaux, ils nous parlent à travers les bruits. Donc, on fait canaliser les bruits, chercher de prendre soin quand il faut le faire, chercher de minimiser quand il faut le faire. Et donc, à un moment donné, c'était une forme de remercier mon bateau, qui, mine de rien, m'a ramené de l'autre côté de la planète et m'a ramené au bon port. Et donc, voilà, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire et c'est voilà, une marque des fabriques d'adresser toujours mes bateaux à les arrivées des courses. Mais comme on ne peut pas s'embrasser, je vais aller aussi embrasser des bateaux parce que c'est la seule chose qu'on peut tenir vraiment dans nos bras en ce moment, en cette période de pandémie où, je vous le rappelle une nouvelle fois, nous respectons bien les distances. Ici, tout le monde respecte tout. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci Nicolas, grazie Giancarlo. Nous, on va continuer notre route dans le Vendée Globe. Alors évidemment, comme dans tout tour du monde, il y a des points de passage, des rites incontournables, des traditions à respecter. Et quand on passe l'équateur, on rend hommage. On rend hommage à Neptune, on le remercie de nous avoir laissé passer. Dans cette édition 2020, c'est l'Anglais Alex Thompson qui passe en premier cette mythique ligne imaginaire en un petit peu moins de 10 jours de course. Après 10 jours de course, les premiers de la flotte passent sous les 0 degrés. L'équateur est une ligne imaginaire certes, mais c'est aussi le premier passage important sur la route du Vendée Globe. Même la tête en bas, on ne déroge pas à la tradition. On remercie Neptune de laisser le passage ouvert et on lève le coude pour l'occasion. Merci au bateau. Et une goutte pour vous. Et le reste c'est pour moi, je peux pas déconner non plus. La descente de l'Atlantique voit la flotte s'étirer et des grappes de bateaux se former. Il y a désormais 6 groupes qui s'étalent sur plus de 3000 milles. Alex Thompson, qui doit faire face à un problème structurel, laisse la première place à Charlie Dalin, qui lui en profite pour accélérer. Le Gallois abandonnera définitivement la course quelques jours plus tard à cause d'un safran défectueux. Les autres marins filent toujours plus au sud vers le cap de Bonne-Espérance. Mais Neptune n'a pas dit son dernier mot. Bon, on reparlera évidemment d'Alex Thompson dans quelques instants. Il sera avec nous en direct, à distance. Mais on va rester avec Neptune. Justement, Neptune, Armel Tripon, vous êtes le skipper de l'Occitane en province. Neptune, ça vous parle particulièrement parce que c'est le nom de l'association que vous avez fondée pour envisager la voile de demain. Donc j'imagine que forcément c'est un petit peu particulier. Il y a un petit passage au moment de l'équateur, une émotion en tout cas particulière. Vous le passez en 24e position. Et Neptune, il est hyper sympa parce que derrière ce que vous allez vivre dans le sud, vous allez le vivre à une vitesse folle. C'est vrai que... Ça marche? Oui, bien sûr que ça marche. Oui, il m'a permis d'accélérer, d'avoir un océan Indien plutôt clément, un Pacifique aussi, et de faire une belle remontada, on va dire. Voilà. Donc c'était une course assez fantastique. 11e en 84 jours au final, mais finalement avoir un beau monocoque à bourron avec des foils, ça ne penche pas assez pour vous? C'est pas assez risqué? Vous aviez envie de retrouver cette sensation entre l'air et l'eau encore plus, un bateau qui peut chavirer un multi? C'est une transition, c'est vrai que voilà, le bateau a été vendu et à nouveau je
Je suis prêt pour repartir en 2024, enfin en tout cas motivé. Mais c'est pas si simple de trouver des partenaires et des sponsors. Donc il y a une transition et une opportunité pour naviguer en multi 50 et essayer de remettre mon titre en jeu sur la route du Rhum. Donc je la saisis. Merci Armel, à vos côtés. Clément Giraud, skipper de la compagnie du Ligility. On parlait de cette sensation entre l'air et l'eau. À ce moment de la course, où vous ne connaissez pas encore vos limites, vous n'êtes pas, ce sont vos mots, vous êtes encore humain et pas liquide comme l'eau et raide comme le carbone, selon l'expression que vous avez utilisée. Faut que je réponde quoi? Ce que vous êtes devenu maintenant, est-ce que vous êtes redevenu humain? Et en fait, ça a été, nous, on a eu un projet qui a démarré de manière très compliquée, avec tout ce qu'on connaît, et puis peu naviguer finalement sur le bateau avant d'attaquer cette très grande et longue route, et une mise en jambe qui a été très longue. Pour moi, trop longue, et puis avec une forme de prise de sécurité trop importante en tout début de course, qui fait que j'ai un peu largué les petits copains. Je m'en suis voulu, et après, il y a un moment, il a fallu se détacher de ce sentiment-là, ça veut dire arrêter d'avoir trop d'ego à bord. Et une fois que j'ai réussi à mettre l'ego dans une petite boîte au fond du bateau, et de me dire maintenant, on va revenir ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire me faire plaisir et naviguer comme je sais naviguer, et ben là, j'ai commencé à me faire plaisir. Et là, j'ai commencé à coller un peu plus au bateau et être un peu plus en phase. Est-ce qu'on peut dire que vous avez repris à votre compte la fameuse phrase « La chance sourit aux audacieux » ? Alors ça, je ne sais pas pourquoi elle m'est venue, c'est une expression qui m'est rentrée très rapidement dans la course, je pense juste après ça, justement, et après cet épisode. Et c'est quelque chose, c'est vrai... Je ne l'ai pas repris à mon compte, mais c'est quelque chose que je me disais quasiment quotidiennement à chaque fois qu'il fallait que je me mette en situation un petit peu... prendre des risques. Prendre une forme de risque en tout cas. Mais à chaque fois ça a marché. Enfin, les quelques fois au début où je le faisais en me le disant, ça me trottait la tête et ça marchait. Alors je me suis dit, bon, c'est revenu récurrent, c'était mon leitmotiv. Vous me donnez envie de jeter mes fiches, vive l'audace, mais je ne vais pas le faire. Hein. Vous êtes beaucoup plus doué que moi pour l'audace. Il y a un autre Varois à vos côtés, Sébastien Destremo, skipper de Merci. Alors Neptune vous a laissé passer, enfin dans un sens au moins, mais vous sentez déjà que votre bateau a peut-être pas la préparation optimale pour ce que vous allez devoir affronter dans le Vendée Globe. Oui, on a dit ça, ouais. On a dit ça. Est-ce que c'est faux? Ça peut être faux. On a pu penser ça, ouais. C'est sûr que notre parcours après a montré qu'on a eu pas mal de difficultés. Moi, je retiens pas ça. Je retiens simplement que toutes nos séries de galères qu'on a eues dans le Sud, c'était dû à deux petites pièces qui valent 3,50 francs. Quand on a jusqu'à 74, on a compté que jusqu'à 72 dans mes roulements de safran. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est malgré la difficulté, et c'est ce qui est admirable dans ce qu'on fait. Et là, j'ai beaucoup d'admiration pour tout le monde. Et on en parlait encore à midi, on fait des choses incroyables pendant ce Vendée Globe. Et on est capable de démonter une pompe hydraulique ou de monter en tête de mât ou de changer un safran ou de je sais pas quoi faire. On est capable de faire des choses incroyables. Et quand on en parle à table à midi, on dit mais c'est pas possible de faire ça. Mais d'ailleurs, pour nous, ça paraît impossible. Hein. Ouais, c'est pas possible de faire ça. C'est impossible, mais confronter l'humain à quelque chose où il n'a pas le choix, il va faire des trucs incroyables. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est le Vendée Globe, et c'est ça qui fait la magie du Vendée Globe, en fait. Vous publiez un livre, Retour en enfer. Cet ouvrage, vous dites ce que je pourrais vivre comme un échec m'a réconcilié avec moi-même. Vous partiez pour ça? Je ne partais pas pour un échec, simplement... Pour vous réconcilier avec vous-même? Oui, parce moi j'ai toujours besoin de me réconcilier avec moi-même, parce qu'en fait je fais le Vendée Globe à deux, avec moi et moi-même. Donc c'est un combat permanent. Et donc là, il y en a un qui a gagné, l'autre il a perdu. Merci Sébastien Destremo, merci à vous et vos camarades. On vous laisse donc tous les trois ou tous les trois plus un regagner vos places dans les gradins sous les applaudissements. Alors que vous êtes, et vous le disiez, toléré parfois par la nature, seulement dans certaines contrées. C'est ce que vont nous expliquer peut-être Alexia Barrier et Stéphane Le Diraison qui vont prendre la place sur scène. Alexia Barrier, skipper de TSE for My Planet. Venez, je vous en prie. Stéphane Le Diraison, Time for Oceans. Avant de parler de nature, on est ravis de vous voir. Déjà là, sans béquille, Alexia Barrier, on se souvient de votre arrivée après 111 jours en mer, en filant presque directement à l'hôpital. Comment ça va ?
Ça va, merci. Ça va beaucoup mieux. La fracture est résorbée. Donc, c'était une fracture de l'apophyse transversale qu'on n'avait pas détectée tout de suite à l'hôpital, aux urgences au Sable. Et je l'ai détectée une semaine après en refaisant des examens à Monaco. Donc, 6 semaines de repos derrière et c'est réparé. C'est reparti. Et tout va bien. Oui, effectivement. Maxime parlait il y a quelques instants du fait que la nature vous tolère, la nature nous tolère. Simplement, c'est quelque chose que auprès duquel vous êtes en contact pendant toute la traversée. Cette nature, elle est aussi au centre de vos combats, des choses pour lesquelles vous luttez. Elle va comment, la nature, vous qui en avez vu un bon petit morceau de notre planète ? Alors, je dois dire que pendant 111 jours, j'ai eu la chance exceptionnelle, comme les autres skippers du Vendée Globe, mais moi un petit peu plus longtemps parce que j'ai passé plus de temps en mer, de vivre au contact de la nature et de la vie sauvage, de ne voir aucun être humain, pas d'immeuble, pas de voiture. Et ça va être drôlement reposant, ça. C'est en une tout cas, chance unique de pouvoir vivre ça pendant 111 jours. Il n'y a aucune autre expérience dans la vie qui peut nous offrir ça que le Vendée Globe, donc c'est vraiment magnifique. La nature ne va pas bien, mais on le sait. Par contre, il y a plein d'initiatives positives et on prend les choses à bras le corps aujourd'hui. On est conscient, grâce aux scientifiques, de tous les problèmes. Et je pense, si je dois dire un mot, c'est qu'on a chacune un héros à l'intérieur de nous et on est tous capables d'être des héros pour la planète. Il suffit juste d'agir aujourd'hui et ça avancera très vite. C'est un très beau message. Stéphane Le Diraison, vous êtes skipper de Time for Oceans. Maxime le rappelait. Vous avez bouclé ce tour du monde. Vous êtes vous aussi très attaché à votre engagement pour l'environnement. Mais les éléments, ils n'ont pas toujours, enfin pas souvent, enfin pas jusqu'au bout, été très sympas avec vous. C'est sûr qu'il y a autant de Vendée Globe qu'il y a de marins sur ce Vendée Globe. Ça veut dire qu'on a tous des expériences, des météos, des avaries, des situations à gérer. Et dans mon cas, c'est vrai qu'au niveau météo, j'ai été, je pense, particulièrement gâté avec des conditions anticycloniques qui m'ont accompagné tout au long de l'Atlantique Sud, voire de l'Indien. J'ai passé les îles Kerguelen sous un soleil radieux avec une absence totale de vent. Et puis à côté de ça, j'ai pris des tempêtes très très fortes, notamment dans le milieu de l'océan Pacifique, avec une mer absolument épouvantable. Donc c'était le Vendée Globe de tous les contrastes, de tous les superlatifs. Bon, alors là, on voyait les images quand vous passiez l'équateur. Voilà, ça c'est mon image. C'est-à-dire qu'on n'a pas le son, mais vous dites « Cap Horn, je t'ai eu mon coquin ». C'est-à-dire disons que je l'avais en ligne de mire depuis longtemps. J'ai envie de dire déjà depuis aussi longtemps que je rêve de se faire ce Vendée Globe, parce que c'est ce passage mythique, bien sûr. Et puis dans cette course, l'océan Pacifique, on réalise qu'il est quand même grand, même si on va relativement vite. Et c'était tellement difficile, cet océan Pacifique, où j'ai quand même passé 5 jours consécutifs, voire 6 sous 3 riz, et dont 48 heures sous tourmentin, ce qui est assez rare sous nos bateaux, en ayant le sentiment d'être surtoilé, d'être à la limite vraiment de ce que je pouvais encaisser. Donc l'objectif pour sortir de cette situation, c'était l'obsession de ce Cap Horn. Et donc forcément, quand je l'ai atteint, j'ai laissé éclater cette joie. Ça se voyait, elle était communicative. Merci beaucoup. Merci Stéphane, Alexia, tous les deux finishers de ce Vendée Globe. Donc 33 skippers au départ, 25 à l'arrivée. Jamais le taux d'abandon n'a été aussi faible dans un Vendée Globe. Alors il y a eu, certes, des désillusions, mais tous, chacun à leur manière, ont relevé la tête. C'est très triste. Le Vendée Globe, la course s'arrête. Je veux finir ce tour du monde. Je veux finir pour sauver les enfants. Charlie Dalin est toujours en tête dans cette descente de l'Atlantique au passage du premier cap. Mais c'est non sans mal, et pour lui et pour les autres. Thomas Ruyant doit amputer son foil bâbord pour continuer la course. Alan Roura se bat avec une fuite issue du vérin de quille. Partout, ça a giclé partout. J'en ai pris dans les yeux, dans les cheveux, j'en ai pris partout. Louis Burton accumule les galères de hook en tête de mât. Wow. Et pour les autres, ce n'est pas parce qu'ils ne font pas face à de gros problèmes techniques qu'ils se reposent sur leur laurier. Les mers du Sud et ses 40e rugissants accueillent des bisus qui naviguent alors pour la première fois en mer inconnue et doivent redoubler de vigilance pour composer avec une météo intransigeante. Et intransigeante, elle le sera, surtout en ce 30 novembre 2020.
Mais ce 30 novembre, on aura l'occasion d'y revenir, c'est une autre histoire. On va prendre tout de suite la direction de l'Angleterre. Les frontières avec le Royaume-Uni sont toujours fermées, donc Alex Thompson ne peut pas être parmi nous. Mais le skipper d'Hugo Boss est à distance, en tout cas participe à cette cérémonie. Good afternoon, Alex. Bon après-midi, Alex. Merci d'être là avec nous. Vous étiez un des favoris pour cette course. Comment avez-vous rebondi après une telle déception? Vous avez toujours montré un tel enthousiasme. Oui, ce n'est pas facile de rebondir, mais heureusement, j'ai déjà eu plusieurs incidents comme ceci. Donc il y a toujours une marge de progression et d'apprentissage. Et il faut continuer à sourire et à travailler. Tous les skippers présents ont eu des challenges. Certains ont eu des challenges très gros. Donc finalement, ce qui m'est arrivé, et comparé à ce qui est arrivé à Kevin et Jean Le Cam, ça a mis les choses en perspective. J'étais juste heureux d'arriver à terre et d'être en sécurité. Qui sait? Je ne sais pas, ça n'a pas encore été décidé. On a l'impression vraiment que le Vendée Globe devient international. L'audience est en train de croître. Les histoires sont très puissantes. C'est vraiment super de voir que le monde commence à regarder ce bijou de la couronne française. On espère vous voir bientôt en France. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Il est de plus en plus international, ce Vendée Globe. On a déjà parlé 5 langues sur ce plateau. On va continuer. Et bravo, Anne-Laure, bravo. En tout cas, en version française, Samantha Davis. Malheureusement, vous avez retrouvé Alex dans le port du Cap, en Afrique du Sud, après votre abandon. Vous avez souhaité, contrairement à lui, repartir pour sauver les enfants. Combien? Plus que prévu, plus qu'espéré. Oui, je suis à la fois très frustrée de ne pas avoir participé et terminé le Vendée Globe, mais très très fière, et j'ai l'impression que ce que j'ai fait, c'était une victoire pour moi et pour mon équipe Initiative Cœur. Et pour moi, il n'y avait pas de question non plus, parce que oui, j'ai eu un gros collision, je me suis fait peur, j'ai cassé mon bateau, mais par contre, il me restait toutes les pièces. À un moment, je pensais que j'allais perdre quelques pièces, mais non. Au contraire, je pensais très forte pour Kevin, parce que donc lui, il n'avait plus le choix. Et là, je pouvais continuer. Donc, un énorme merci à toute mon équipe technique Initiative Cœur, parce qu'ils ont fait une mission commandeur pour réparer les bateaux. Et moi, je peux relativiser, parce que je cours pour sauver les vies des enfants. Qui n'ont pas choisi d'être malades, qui n'ont pas choisi d'être dans un pays où ils ne peuvent pas être soignés. Donc j'avais une énorme motivation de continuer. Finalement, je pense continuer autour du monde, de tourner à gauche plutôt à droite, parce que quand on part de Cape Town pour rentrer en France, c'est plus vite si on tourne à droite. J'ai choisi de tourner à gauche et avec ça, j'ai bouclé mon tour du monde, presque mon Vendée Globe, et on a sauvé 103 enfants. Donc merci au public, parce que c'est grâce au soutien du public aussi qu'on a réussi à faire ça. Qui nous regarde, évidemment. Merci Samantha Davis pour ces 103 enfants. Isabelle Joschke, vous êtes skipper de MACSF. Votre quille menaçait de s'arracher, alors vous êtes contrainte à l'abandon au Brésil. Pourtant, à ce moment-là, vous étiez plutôt dans le bon wagon. Malheureusement, vous êtes contrainte à l'abandon. Vous remontez donc l'Atlantique avec Sam, d'ailleurs. Ça a été quasiment un compagnon de retour. C'était le meilleur moyen de rentrer comme ça pour digérer toutes les émotions? Oui, c'est clair. Alors, je dirais que dans le feu de l'action, j'avais plutôt envie de tout plaquer. J'étais tellement déçue. Donc, c'est pas une décision que j'ai prise tout de suite, pas comme Samantha. Mais au bout de quelques jours, c'est devenu une évidence pour moi que j'allais, si c'était possible, de ramener le bateau par la mer, que c'est moi qui allais le faire. C'est vraiment important. Mais pour revenir à ces abandons, je pense qu'on a tous vécu une histoire différente.
Et moi, ce que je retiens de mon Vendée Globe, c'est pas uniquement cet abandon le 9 janvier, c'est pas uniquement la fin de course avec Samantha qui était vraiment très très chouette, mais c'est aussi ce qui s'est passé dans les mers du Sud, le match qu'il y a eu et tout ce que j'ai vécu en amont, les 3 caps que j'ai passés. Et pour moi, c'est une très longue histoire qui se résume pas à juste un fait qui s'est passé en janvier. Et finir coûte que coûte pour danser un rock endiablé avec Jean Le Cam, forcément. Magnifique. À l'arrivée. Bah oui. Au Sable d'Olonne. Jérémy Bayou, skipper de Charal. Vous étiez venu pour la gagne, 13e au final. Pour l'honneur, vous avez eu des mots extrêmement forts après votre nouveau départ en disant « Je découvre mon sport ». C'était à ce point ? Ouais, à un moment, c'était un besoin de vivre la course différemment. J'ai tout vécu dans cette course-là. Des abandons, un podium, un retour à terre, puis un départ cette fois-ci. On passe vraiment par toutes les émotions. Et à un moment, on découvre que ça se passe. On redécouvre que ça se passe toujours pas toujours comme prévu. C'est une énorme préparation, ce Vendée Globe. Ça se prépare en équipe. Une équipe que je tiens à remercier, un sponsor Charal que je tiens à remercier. Et à un moment, quand se pose la question de repartir, comme dit Isabelle, c'est pas tout blanc ou tout noir, on réfléchit beaucoup. Ça pourrait être facile de baisser les bras parce qu'il reste un tour du monde à faire. Et puis j'ai décidé de repartir pour les gens qui me soutiennent, pour mes proches, pour le public. Et je crois que j'ai eu raison parce que c'était une aventure fabuleuse au bout du compte. Et si vous êtes par hasard, on vous le souhaite, dans le premier groupe pour la prochaine édition, vous aurez des échanges sur WhatsApp ou autre avec le groupe Eto, le deuxième peloton ? Ouais, c'est sûr, j'ai vécu la course différemment, avec moins de pression. Donc au final, c'était une chance et ça m'a permis de beaucoup échanger avec les gens que j'ai réussi à rattraper au fur et à mesure. Voilà, donc j'espère que la prochaine fois, je pourrai communiquer avec la partie de tête de la course et puis féliciter en direct le vainqueur. J'ai fait aujourd'hui, bravo à Yannick. Merci à vous trois. On vous laisse regagner votre place. On parlait de groupe Eto, le jargon cycliste, le deuxième peloton, ça tombe bien puisque Christian Prudhomme est donc le parrain de cette 9e édition du Vendée Globe. Je vous invite, Christian Prudhomme, à rejoindre la scène au milieu de tous ces coureurs des océans. Merci Christian Prudhomme. Quel parallèle peut-on dresser entre cette abnégation, cette volonté de finir coûte que coûte, entre ces marins et un coureur qui ne peut pas relever la tête ? D'abord, ce qui me frappe, c'est que ce sont des gens fascinants, qu'il s'agisse des champions et des championnes du Vendée Globe ou de ceux du Tour de France. Quand on finit le Vendée Globe avec une fracture, ça me fait penser au champion belge Philippe Gilbert dans les Pyrénées il y a quelques années, en 2018. Il tombe dans le porté d'Aspet, il tombe derrière le ravin, on se dit ça va être une catastrophe. Il remonte sur son vélo, il franchit 2 cols, il finit l'étape et on découvre à la radio qu'il a la rotule cassée. Il a quand même fini la course. Donc, et puis ce qu'il y a aussi, c'est que le Vendée Globe, comme le Tour, ce sont des épreuves de très haut niveau, c'est de l'excellence, mais c'est une aventure. En vous entendant les uns et les autres, je me rends compte que ce que vous vivez en 3 mois, en 4 mois, c'est ce que les gens ne vivront jamais dans toute leur vie. Et sur un parcours du Tour de France, c'est un peu la même chose. On ne sait pas ce qui se passe sur la route. Alors c'est encore pire pour vous sur l'océan, mais sur la route, c'est la même chose. Quand on est dans une descente de col à 95 à l'heure, sur des petits boyaux et des petits pneus, il faut avoir le cœur bien accroché. Et les champions, les anciens champions qui sont maintenant dans les voitures ou sur les motos, quand ils voient les coureurs, ils disent « Mais c'est pas possible les risques qu'ils prennent. J'ai pas pu faire ça. » Si, ils l'ont fait parce qu'en effet, au pied du mur, on est capable de beaucoup plus. Puis il y a une chose toute simple qui nous relie encore entre cette immense course à la voile que vous avez disputée et la plus grande course cycliste du monde, c'est la Vendée, c'est le département de la Vendée, qui est un département que j'aime. Mon père y a posé ses valises comme jeune médecin à la fin des années 50. On y est retourné très régulièrement en vacances, au Sable d'Olonne, à Saint-Jean-de-Mont, à la Tranche. J'ai découvert le Gouas qui nous faisait tellement peur quand on traversait. Et qui fait peur encore. Et qui peut faire encore peur parfois. Donc merci à la Vendée, merci et bravo à vous. Et puis tout ce que vous transmettez surtout aux jeunes, aux gamins dans les écoles, etc., en France ou à l'étranger, sont des leçons de vie. Ce sont, oui, des leçons de courage et d'abnégation. Ça veut simplement dire que dans la vie, quoi qu'on fasse, il ne faut jamais laisser tomber. Et surtout, qu'il faut toujours croire en ses rêves. Merci. Christian Prudhomme. Je vous laisse sous les applaudissements des coureurs d'Océan donc rejoindre votre place. De la volonté, donc, il arrive parfois que cette volonté ne suffise pas pour rester en course, mais il arrive que cette volonté soit celle de rester en vie ou de sauver une vie. C'est ce qui s'est passé au cours de ce Vendée Globe 2020-2021.
C'est par ce message glaçant envoyé à 14h46 que la team PRB et la direction de la course apprennent le naufrage de Kevin Escoffier par 41 degrés sud. L'étrave a tapé dans une vague et le bateau s'est littéralement coupé en deux. En quelques minutes, Kevin embarque sur un radeau, une balise émettrice dans la combinaison de survie. La Terre réagit de suite. La direction de course demande alors à Yannick Bestaven, Boris Herman, Jean Lecam et Sébastien Simon, les plus proches de la zone du naufrage, de se dérouter pour tenter de récupérer Kevin. Il y a une mer très très forte. J'avoue que j'ai la boule au ventre. C'est une situation un peu particulière. J'essaie de rester concentré. En tout cas, voilà, je fais route vers Kevin et j'espère qu'on va le retrouver. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin, une coquille de noix dans des creux de 6 mètres et dans une nuit d'encre. Mais c'est à la petite lumière de son canot et au sens marin aiguisé de Jean que Kevin devra son salut. Il est récupéré et monte à bord de Yes We Can. En tout cas, bravo à tous les deux, parce que je pense que c'est un esprit marin pour faire ça. Hein. Je viens d'apprendre que Kevin était sain et sauf et ça fait du bien. Super, bravo Jean, bravo Kevin, encore une fois, vous avez montré vos capacités de grand marin. Les deux hommes cohabitent quelques jours ensemble, joyeusement. Kevin Escoffier, le rescapé d'une période assez difficile. 5 jours après son sauvetage, la frégate Nivose de la Marine nationale vient récupérer Kevin. La mer, le Vendée Globe, c'est aussi cela. Écoute, Fais un bisou. Bisous Macaille, merci. Salut. Porter secours à un marin qui n'est alors plus un concurrent et qui devient, à n'en pas douter, un frère d'armes à jamais. Ok, merci. Deuxième fois que je me baigne dans les 10 jours, mais... Non, je suis content, ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir de laisser Jean finir sa course. Bon, bah voilà. Un peu triste, mais c'est comme ça. Un coup tout seul, un coup à deux, heureux tout seul. C'est la vie. Pendant ces quelques heures, il n'y eut plus de chrono, plus de tour du monde, plus de solitaire. Les marins ont fait bloc pour retrouver un des leurs. Ils ont montré ainsi que ce Vendée Globe était bien plus qu'une simple course. Il y a toujours beaucoup d'émotions en revoyant ces images. Oui, le Vendée Globe est bien plus qu'une course. Sébastien Simon, vous êtes le skipper d'Arkea Paprec. Vous nous avez rejoints. On va évidemment parler de ce moment particulier. Après le sauvetage de Kevin, vous avez dit « ta vie était plus importante que notre Vendée Globe ». C'est exactement ça, en fait, l'âme de ce Vendée Globe. La vie est bien plus importante, bien plus forte qu'une course. C'est là tout l'esprit de camaraderie entre vous, skippers. Oui, effectivement, j'ai dit ça parce que à ce moment-là, on oublie forcément la course, on oublie ce pourquoi on a pris le départ, etc. Il s'agissait de Kevin Escoffier que je connais bien pour avoir fait toute ma préparation avec lui. Donc quand on m'a demandé de me dérouter pour aller le secourir, c'était une grande responsabilité pour moi, que je n'étais pas forcément prêt à assumer. Mais au final, il y avait déjà du monde sur place et puis la question, elle ne se pose pas 1000 ans, hein, il faut y aller. Et au final, ça s'est super bien terminé. Donc pour moi, ça a été une expérience sacrément enrichissante. Et voilà, je suis super content que ce soit terminé comme ça. Et on verra ce qu'en dit dans un instant Boris Herman, qui est avec nous depuis l'Allemagne. En tout cas, vous étiez dans le groupe de tête au moment où vous êtes dérouté, puis un choc avec un OFNI, malheureusement, contraint à l'abandon. 2020 n'est décidément pas votre année, mais 2021, c'est l'occasion de retrouver le sourire en double cette fois. Oui, malheureusement, j'ai dû arrêter ce Vendée Globe à la suite d'une collision avec un OFNI, alors que j'étais en 4e position. Et j'en étais plutôt satisfait. Donc voilà, il me restait encore les 2 tiers du parcours à faire. Malheureusement, j'ai pris cette décision d'abandonner. Ça a été vraiment dur, mais au final, ça ne fait que renforcer ma détermination pour être présent au prochain Vendée Globe. Je sens que j'ai une revanche à prendre et je sens que j'ai ma place dans cette course avec laquelle j'ai grandi, hein, parce qu'elle est à peine plus vieille que moi. Vous êtes chez vous ? Exactement. Et après, voilà, il me reste une très belle saison à faire en 2021, une belle train à Jacques Vabre. Donc je vais essayer d'en profiter un maximum. En tout cas, il s'agit de ma passion. Donc moi, à chaque fois que je suis sur l'eau, je suis le plus heureux du monde. Voilà. Merci Sébastien Simon, skipper d'Arkea Paprec. On vous laisse rejoindre les gradins avant de passer outre-Rhin. On revient à la course, on revient au sauvetage. Yannick Bestaven, lui aussi, est dérouté, tout comme Boris Herman, que l'on va aller rejoindre en Allemagne, le skipper de Sea Explorer Yacht Club de Monaco. Bonjour Boris. On va essayer de faire ça en français. Sie lassen mich nicht Deutsch sprechen. Il ne me laisse pas parler allemand, donc il va falloir absolument le faire en français.
Au-delà de la solidarité, on peut parler de fraternité réellement entre skippers. Vous étiez à l'origine d'un groupe WhatsApp. C'est la première fois qu'il y a un groupe WhatsApp. Haben Sie alles verstanden? Yeah, exactly. Ah, okay. Boris, on arrivait plus facilement à le joindre sur son bateau pendant le Vendée Globe. Alors, visiblement, c'est compliqué la communication. I hear you well, but I only hear the English translation, not the French question. Can you maybe? Yeah, maybe I can do it in English. It's going to be Ou en easier. français. Ou en français. Alors, on va arrêter la traduction anglaise pendant un instant. Boris, cette fraternité, vous l'avez exprimée aussi dans un groupe WhatsApp. On a le sentiment que même en mer, même à l'autre bout du monde, vous étiez un groupe uni, un vrai exemple de fraternité. Oui, je pense que le Vendée Globe, c'est plus qu'une course et tous entre nous, il y a des liens plus forts que juste les liens entre les concurrents. La question de la sécurité, on en parle évidemment dans ce sauvetage. Elle vous a suivi jusqu'au bout. Il y a eu cette collision avec un bateau de pêche. C'était la dernière nuit avant l'arrivée au sable. Ça a quand même été une course absolument incroyable pour vous. Vous finissez 5e. Sorry, I was listening both the French and the English. Excusez-moi, j'ai écouté à la fois le français et l'anglais. What a race! Quelle course! Ok. Merci Boris Herman. Plus facilement, on aura l'occasion de vous entendre à nouveau et vous n'hésitez pas à lui poser des questions sur les réseaux sociaux, vous que nous regardez avec le hashtag VG2020. Les questions à Boris Herman en français, en allemand ou en anglais. N'hésitez pas, c'est le moment en tout cas d'applaudir justement Kevin Escoffier, skipper de PRB, et Jean Le Cam qui vont nous rejoindre sur scène sous les applaudissements de vos camarades. Et non pas seulement concurrents, messieurs, installez-vous dans le respect des gestes et de la distanciation physique. On ne va pas vous demander, Kevin, de raconter ce sauvetage. On l'a vu. On veut juste vous demander la nature de la relation que vous avez désormais à terre, tous les deux. Vous ne vous connaissiez pas forcément avant, avant cette, comme ça, Jean. Cette péripétie. Ouais, je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut garder secrètes, Jean, donc on peut pas tout éventer comme ça. On peut pas tout dire, ça c'est sûr. On peut pas tout dire. Il peut se passer plein de choses en une semaine. Ma femme est dans la salle. La mienne regarde. C'est quoi? C'est barbecue tous les dimanches? Qu'est-ce que ça a changé? Non, j'ai invité Jean à dîner à la maison. On n'a pas encore eu l'occasion. Donc on avait mangé ensemble à Paris. On s'est revus à Port-la-Forêt il n'y a pas très longtemps. Je suis allé sur le bateau avec Jean. On a parlé bateau. Voilà, on parle beaucoup bateau quand on est ensemble, parce qu'on est tous des passionnés. On regarde tous plus vers l'avant que ce qui s'est passé sur le Vendée Globe. Mais ça change forcément quelque chose. Ouais, ça fait, voilà. Après, non, c'est pas barbecue tous les dimanches. On a aussi tous les deux des occupations quand même. Vous avez le droit. Jean Le Cam, vous êtes le skipper de Yes We Cam. Comment vous le voyez, Kevin, maintenant qu'il est pimpant, fringant à terre? Vous savez bien que ça change un homme, ce genre de situation. Bon, je suis pas sûr que ça change vraiment en fait, parce que ça aurait pu changer si je l'avais pas retrouvé. Oui, notamment, oui. Mais au final, c'est des choses qui arrivent, qui m'est arrivé, qui arriveront encore peut-être. Donc ça vous a pas changé, vous? Je pense pas que ce soit l'élément qui m'ait changé le plus. C'est sûr que l'élément de Kevin, en fait, ça a duré même pas 24 heures. Par contre, le bateau endommagé, ça a duré pas 24 heures, quoi. Alors on va y revenir. Plus d'un mois, un mois et demi. Donc on va y revenir. Ça, c'est pas la même. Dans Kevin, c'est fait, clac, terminé. Et on passe à autre chose. Mais avant de passer à autre chose et de se projeter, peut-être qu'on peut applaudir celui qu'on a entendu dans la voix, avec dans le reportage, avec toute son équipe. Jacques Caraès, cher coureur du Vendée Globe, et l'équipe de la direction de course, toutes celles et ceux également qui depuis la terre, eh bien, ont mené, dirigé les opérations de sauvetage. Parce que l'autre élément très important dans votre course, c'est que, vous l'avez révélé à la fin, il y avait un trou quasiment dans la coque de votre bateau, au point de ne pas oser aller ouvrir la trappe pour aller voir. Quelle folie!
ou pas? Qu'est-ce que vous vous dites après? Non, coup il n'y avait pas un trou. Juste... Quasiment. Ça aurait pu, oui, c'était le risque. Oui, mais un trou, c'est pas où c'est. Ça peut pas être quasiment. Heureusement que c'était pas du tout, parce que sinon, un trou, ça coule. Ça, c'est sûr. Alors, il y avait quoi? Moi, je dis toujours un trou, une fuite. S'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de fuite. Oui, ça là-dessus, on est d'accord. Par contre, fissure, ça aurait pu carrément avoir un énorme trou, et à ce moment-là... grosse fuite, du coup, quoi. Une grosse fuite. Bravo, Kevin. Je vois que tu suis. Je suis. Ouais, je vois que l'entente est bonne. Là, je vois qu'elle a continué. Ça a créé forcément des liens entre vous. Oui, Seb Destremo fait un bouquin. Nous, on fait un one-man show là, dès la fin du confinement. D'accord. Il y a les billets à l'extérieur. Oui, donc, bien sûr. On va essayer de financer le prochain Vendée. Avec la première au Sable d'Olonne, parmi les moments qu'on va voir d'ici quelques instants, on vous reparlera d'une histoire de poisson volant, tout de même. Ça mériterait peut-être d'y revenir, Anne-Laure. Justement, on va en parler parce qu'on parle d'aventure humaine. Alors, j'ai bien compris que ça n'a pas forcément changé Kevin Escoffier. Je pense quand même que ça doit laisser quelques traces. On parle d'aventure humaine avec un grand A, de dépassement, de course, de vitesse, de mécanique, de technique. Mais le Vendée Globe, ce sont aussi des petits moments magiques, des instants de bonheur simple, comme ces petits moments de paix et de rire que l'on va découvrir ensemble. Le Vendée Globe, c'est une course en solitaire, certes, mais c'est aussi des moments suspendus et des visites impromptues. Ah, c'est vraiment une chance incroyable. Une chance incroyable. Vous êtes trop beaux, les gars, les filles. Il y a un poisson volant qui est arrivé, qui m'a percuté la joue. Et voilà, là, j'ai encore une petite cicatrice, mais... Putain, les amis, je suis en tête de mât. Je peux vous dire, j'ai la trouille de ma vie. Le Vendée Globe, c'est aussi des montées de mât qui ne sont jamais des parties de plaisir. Putain, mais qu'est-ce que j'aime pas ça, monter dans le mât. Et encore, je suis pas tout en haut, hein. Mais bon, faut pas déconner quand même, hein. On n'est pas des alpinistes. Qui engendre même de véritables pétages de plomb. Et on va allumer pour rentrer au sable. Et pas seulement en tête de mât. Et j'ai oublié, joyeux Noël à tous. Le Vendée Globe, c'est aussi des moments de calme. De musique aussi. Même si des fois, il ne faudrait pas. Mais le Vendée Globe, c'est surtout des images à couper le souffle et des rendez-vous improbables. Damien Séguin à Piscine, Huron-Vallée, Louis Burton, Water Family, Benjamin Ducrot, Jean Le Cam, Yes We Can. On se croirait en baie des Sables, on est en plein océan Indien. Very funny. Very funny, effectivement, c'était très drôle en effet. Cette image, un moment particulier. Un moment particulier, Damien Séguin, on vous a vu, c'était ça pour vous le moment fort? Il y en a eu tellement, racontez-nous. Des moments forts, il y en a un chaque jour sur le Vendée Globe. Ce serait difficile d'en sortir un, mais forcément, voilà, j'ai eu la chance, on l'a vu sur les images, de rencontrer un couple de baleines et forcément, on espère tous vivre ces moments-là, un petit peu hors du temps, cette rencontre magnifique avec la nature. Et j'ai eu cette chance de converser avec les baleines, d'entendre la maman dire à son petit à côté, regarde, c'est un être humain, t'en croiseras pas beaucoup dans le coin. Avec ce recul, des mois après le Vendée Globe, vous étiez déjà double champion paralympique, 7e de ce Vendée Globe. Ça a changé quoi comme regard? Je ne sais pas, il faut peut-être demander à mes copains et mes copines derrière, savoir si ils ont plutôt vu un handicapé faire de la voile ou un skipper un peu différent. Je pense que voilà, je pense qu'il n'y a même pas de débat aujourd'hui. Je pense qu'on fait tous de la voile avec ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. On a tous nos différences. C'est sûr que sur des bateaux qui sont aussi intransigeants et aussi durs à vivre que des IMOCA, on part tous avec quelques soucis, c'est évident. Et justement, réussir à boucler le Vendée Globe, c'est faire la paix avec soi-même, avec ses différences. Et puis tout ça, ça nous ramène sur un même pied d'égalité.
Je découvre surtout que vous parlez la langue des baleines. Ça restera pour moi le skipper qui parle la langue des baleines. Oui, on peut dire ça comme ça. Groupe Apicil, donc Damien Seguin, skipper 7e de ce Vendée Globe. À vos côtés, Alan Roura, skipper de La Fabrique. Je ne vais pas vous demander le regard forcément sur Damien, évidemment, il n'y a pas de débat. En revanche, on vous demandait avant le départ pourquoi ce Vendée Globe serait mieux que le premier. On vous demande maintenant en quoi il a été différent. Qu'est-ce que vous en retirez de ce Vendée Globe ? Mieux, je ne sais pas si le deuxième est mieux que le premier. Effectivement, il est complètement différent. Au début, à l'arrivée du premier Vendée Globe, je me suis dit, bon, il y a un moment donné, on ne va pas faire ça toute notre vie, il faut être un peu jeté. Alors, je ne te traite pas d'handicapé, loin de là, Damien, mais il y a des handicapés physiques, il y a des handicapés mentaux, et je pense que tous les marins du Vendée Globe, il nous manque une case pour faire ce qu'on vient tous de faire, parce que c'est quand même pas anodin. Et clairement, en fait, on a toujours une envie d'y retourner pour vivre une expérience qui est encore plus forte, plus belle et partagée. Plus chacun écrit son histoire, et finalement, je pense que tant qu'on n'a pas fini d'écrire la nôtre, on y retournera à chaque fois, parce que le Vendée Globe, c'est chaque jour différent, chaque jour la beauté de voir l'océan, de grandir, d'apprendre à se connaître, et ça, c'est chacun gagne son Vendée Globe. Et les tempêtes de neige inédite. C'est un moment particulier des tempêtes de neige. Arius est là, skipper de Stark, vous devez en connaître. Nous parlions de la neige. Nous aurions pu parler votre langue, mais moi je ne peux pas. Vous avez passé 116 jours en mer pour atteindre la ligne d'arrivée. Qu'avez-vous ressenti en voyant l'accueil chaleureux quand vous êtes arrivé au Sable d'Olonne? Bien sûr, c'était une fin incroyable de voir ces personnes venant pour m'accueillir quand je traversais le chenal ou quand j'étais en mer. C'était incroyable, je n'avais jamais imaginé que j'aurais cet accueil en arrivant. Vous avez dit que mon monde est ailleurs. Vous êtes un pilote de ligne. Est-ce que la prochaine fois, vous direz, ici votre commandant de bord, j'ai bouclé un Vendée Globe, attachez vos ceintures. Est-ce que vous pouvez faire ça? Anyway, yeah. Oui. Thank you so much. Je leur dirai d'attacher très serré. Merci à vous trois, applaudissements également. On vous laisse rejoindre la scène alors qu'il y avait parfois, Harry, vous qui avez terminé 25e en 116 jours, plus d'un océan d'écart entre la tête de la course et la queue de la course, avec des endroits donc inhospitaliers, l'Indien et le Pacifique, la longue route. Bon, voilà ce que ça donne sur Amelia ce matin. J'ai dû rouler le tourmentin parce qu'il y avait trop de vent. Voilà, c'est un peu la guerre. L'océan Indien est un océan musclé. Charlie Dalin, toujours en tête de course, ouvre la voie à ses camarades. Et 2 voiles à l'eau, j'ai récupéré une. Et là j'en ai une deuxième en cours. Je sais pas comment faire, j'arrive pas à la soulever, elle est trop lourde. Il y a 40 nœuds, c'est vraiment la merde. 40 nœuds de vent, beaucoup de mer, pas facile. D'où une vigilance accrue. C'est pas du 45 nœuds de vent chaud, quoi. C'est du 45 nœuds bien trempé. On ne sort pas beaucoup la tête du cockpit et on s'adapte comme on peut. L'océan Pacifique annonce la fin des mers du Sud. C'est un désert maritime entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn. Et c'est Yannick Bestaven qui le passe en leader après 55 jours de mer avec 15 heures d'avance sur Charlie Dalin. Mais le plus incroyable, c'est que l'on assiste pour la première fois à un véritable embouteillage au passage de ce cap mythique. En un peu plus de 2 jours, pas moins de 11 skippers doubleront ce 3e et dernier cap avant la remontée de l'Atlantique. En train de vivre un grand moment sur Groupe 7-1. Tellement content, c'est plein d'émotions. Il y a un petit bout de terre avec un phare. Ça s'appelle le Cap Horn. C'est incroyable. El Cabo de Hornos, después de 66 días de navegación. I'm really struggling for words. It's so amazing to see it. Maintenant, clignotant à gauche et route maison. Et celle-ci réserve encore pas mal de surprises. Et après le Cap Horn, justement, c'est le moment de réparer un bateau qui peut être un peu blessé. Benjamin Dutreux, skipper de Omia Water Family, problème d'énergie, par exemple. Les ressources sur un bateau ne sont pas inépuisables comme la planète. Ouais, bonjour à tous. En effet, oui, c'est vrai que
C'est vrai que j'ai été un peu confronté à un petit moment de stress en rentrant dans les mers du Sud. Voilà, j'avais plusieurs moyens de charger mes batteries à bord du bateau, qui était tout simplement un moteur thermique voilà, qui sert de génératrice pour charger les batteries. Et puis un autre moyen mis au point, en l'occurrence par Yannick et un de ses associés, qui sont les hydrogénérateurs, et qui m'ont un peu sauvé la mise sur ce Vendée Globe. Parce que voilà, avec le moteur dans le sac, en rentrant dans les mers du Sud, c'est vrai que je faisais pas le malin. Et voilà, et les hydrogénérateurs ont fait le taf et m'ont ramené au bout de cette aventure. Donc c'est vrai que c'est assez top. Et c'est vrai que voilà, c'est aussi nous on prenait aussi certaines valeurs sur le bateau Omnia Water Family avec l'association qu'on soutient, donc la Water Family. Et donc c'était une belle aventure pour nous de pouvoir aussi aller intervenir dans les écoles, dans les classes. Voilà, on a eu beaucoup d'animateurs qui sont allés intervenir pendant que moi je faisais le tour du monde. Moi j'avais la chance d'avoir Flaggy à bord avec moi, qui est tout simplement de l'eau du glacier de Chamonix, qui a fait le tour du monde avec moi. Une goutte d'eau, normalement ça met environ 1000 ans à faire le tour du monde. Et donc là Flaggy a battu tous les records, et c'était un peu notre fil rouge pour pouvoir les sensibiliser dans les écoles. Donc voilà, j'étais bien accompagné sur ce Vendée Globe. Est-ce que vous avez bien conscience que vous avez impressionné beaucoup des autres concurrents, les organisateurs, les observateurs? Non, pas vraiment. Moi, j'aime bien faire la course, je suis un compétiteur. Donc voilà, j'ai pas envie d'impressionner les autres, j'ai juste envie de gagner et de faire le meilleur de ce que je peux. Voilà, j'avoue même peut-être presque avoir rêvé à des moments à me dire, ça se trouve, c'est possible que je gagne. Alors qu'en l'occurrence, en réalité, c'était quand même improbable. Mais voilà, en tout cas, je me suis battu comme je pouvais avec mes armes. Je me suis accroché. Puis pour moi, déjà, tout simplement, d'être entouré de tous ces marins d'exception, de pouvoir me battre avec eux, c'est déjà un rêve de gosse. Donc voilà. Et c'est une victoire en soi. Pip, welcome. Pip, bienvenue. Vous êtes le skipper de Medallia. Votre bateau date de 2000, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous étiez très impressionnant dans la façon dont vous avez géré pour le ramener à bon port. Oui, j'ai pas mal poussé le bateau. Oui, on peut dire cela. Je pense que je savais que c'était un bateau puissant. C'était sa 5e fois autour du monde. Il est allé autour du monde avec Allen juste avant, donc ça m'a donné de la confiance. La façon dont vous avez réparé votre safran est un peu une référence maintenant. Oui, c'est drôle, nous en parlions pendant le déjeuner, donc je pense que tout le monde en parle en fait. Et on m'a demandé comment j'avais fait, j'ai répondu je ne sais pas, et je ne sais pas si je pourrais le refaire de nouveau. En tout cas, merci. Les réparations, vous en parliez, Pip Air, et puis forcément, Thomas Ruyant, skipper de Linked Out. On a en tête tous cette image du petit bonhomme sur un foil 2 fois plus grand que lui, en combinaison avec la disqueuse. Il n'y avait pas le choix. Ça reste une des images fortes de ce Vendée Globe. C'est un moment particulier dans ma course où forcément je réduis les performances du bateau. Mais ce n'est pas ce que je vais garder, moi, de mon Vendée Globe. Je vais garder la formidable bataille sportive qu'on a tous vécu à tous les niveaux dans la course, une bataille avec soi-même, une bataille avec les éléments. Un gros défi technique aussi relevé par toute une équipe en amont de la course pour arriver prêt au départ, avec lequel on a participé aussi avec Advance, mon partenaire. Un défi sociétal aussi qu'on a porté dans les voiles. Donc voilà, c'est tout ça en fait, mon Vendée Globe. Alors il y a cet événement où je coupe mon foil et c'est vrai que c'est pas comme si on se coupait une jambe évidemment, mais quand même un petit peu, on fait corps avec ce bateau, c'est un vrai binôme. Et là, d'intervenir de cette façon-là sur le bateau, c'est jamais marrant. Ouais. Vous parliez de cette bataille sportive. Vous aviez réalisé une bonne partie du parcours dans le trio de tête. Comment vous vivez à terre ce retour avec cette 6e place? C'est bien, c'est qu'il y a encore une belle marge de progression pour la suite. Et donc, l'histoire avec le Vendée Globe, elle n'est pas finie. On va essayer d'y retourner et d'être présent en 2024. Je voudrais féliciter tous les concurrents de ce Vendée Globe et particulièrement le podium Yannick, Charlie et Louis qui ont fait une course incroyable, qui ont su tirer sur les bateaux et arriver devant au sable. Merci Thomas. On se rapproche de l'arrivée. Voilà, une transition parfaite. On s'approche effectivement de l'arrivée. L'aventure était tellement passionnante que nous, à terre, on aurait aimé qu'elle dure encore bien longtemps. Elle était belle, elle était émouvante. On aurait vraiment eu envie qu'elle dure toujours. La ligne d'arrivée, elle pointe le bout de son nez. L'épopée touche à sa fin. Les héros sont usés, mais vaillants. À bord de Maître Coq, il n'y a pas de vent.
La remontée de l'Atlantique va coûter cher à Yannick Bestaven, pourtant leader de la flotte depuis un mois. Englué dans une zone de vent, il laisse la priorité à Charlie Dalin et autres Burton, Ruyant, Herman et Seguin. Bon, ça a été une remontée le long de l'Amérique du Sud, pleine de rebondissements, plutôt en ma faveur d'ailleurs. Donc voilà, je regarderai un bon souvenir. La météo de ce Vendée Globe a souvent freiné le premier et laissé remonter la flotte. C'est du suspense à l'état pur, une guerre des nerfs, surtout en approche des sables. Voilà, moi je me fais plaisir en attaquant. C'est comme ça que c'est ma façon de naviguer, donc je vais attaquer jusqu'au bout. Quel match et quel scénario! 5 bateaux peuvent l'emporter. Il ne faut rien lâcher. Regardez en permanence dans le rétro. Filer, toujours filer vers les sables. Sinon tout va bien à bord. On est pleine balle, pleine attaque. Le 27 janvier, après 80 jours de mer, Charlie Dalin passe la ligne d'arrivée en premier. Mais pas en vainqueur, puisque grâce au jeu des compensations, c'est Yannick Bestaven qui finalement monte sur la première marche. Cela s'est joué à 2h30 près, 150 petites minutes. Bravo à toi, il y a 2 vainqueurs sur ce Vendée. Dans le fond, sur une arrivée de Vendée Globe, le dossard n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel, c'est de revenir, de retrouver les siens, de les serrer très fort encore une fois. Tous les Vendée Globe sont exceptionnels, uniques, forcément. Mais celui-ci restera certainement à part, tant la notion de partage a pris tout son sens. Confinés à terre, les 33 skippers nous ont embarqués avec eux. Ils nous ont fait prendre un grand bol d'air. Ils nous ont fait respirer. Ils nous ont surtout fait vibrer du premier au dernier jour. Et ça n'a pas de prix. Les frissons, sans nul doute, pour vous devant votre écran, pour nous tous ici sur le plateau et pour toutes ces arrivées. Mais on se souvient de cette folle première nuit, la nuit noire des Sables d'Olonne et l'arrivée d'abord donc sur le plateau de Louis Burton, 3e de ce Vendée Globe, sous vos applaudissements. Skipper de Bureau-Vallée, on vous demande de vous mettre au milieu, Louis. Vous avez pensé 3 fois sérieusement à l'abandon au cours de ce Vendée Globe. Vous terminez 3e. Finalement, ça valait le coup de s'accrocher? Oui, bonjour à tous. C'est sûr que la notion de dépassement de soi et de jamais lâcher et d'aller au bout de ses rêves dont parlait M. Prudhomme tout à l'heure en référence au cyclisme, elle est aussi très vraie dans cette course, dans le Vendée Globe, dans la voile. C'est un sport mécanique dans lequel il y a souvent des problèmes techniques à gérer. On est entre l'eau, l'air. Et puis Romain le disait tout à l'heure, on finit à la fin par oublier tout ça. Et quand on se retrouve tous ensemble quelques semaines plus tard, tout le monde a le sourire.
tout le monde est un peu plus détendu qu'avant et tout le monde a une belle histoire à raconter. Je crois qu'on vient de le vivre de manière très intense depuis 1 heure. Et de le prouver donc avec ces récits entre les problèmes d'incendie, d'électrique, tête de mât. Le bateau était vraiment trop abîmé, valait mieux en acheter un autre? Non, on l'a réparé hyper bien parce qu'on l'a vendu à Pipard et elle a acheté. C'est pour ça qu'on parlait de réparation avec elle. Non, on a travaillé dessus et puis les propriétaires du bateau qu'on a racheté ont travaillé sur le leur aussi. Il y a un marché super dynamique des bateaux. Cette course tire l'ensemble de la voile de compétition vers le haut et donc ça en fait une épreuve magique et hyper intéressante, hyper importante pour nous évidemment. Et ça veut dire qu'on vous reverra pour tenter de faire encore mieux que cette 3e place. La 3e place est le trophée de 3e qui va vous être remis par Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire. Sous vos applaudissements également, le voici. Dans le respect des gestes barrières. Les applaudissements, on vous laisse regagner vos places chacun et la joie, les sourires. Merci à vous Christelle Morancet. Bravo. Merci Louis Burton, skipper de Bureau Vallée. Vous avez eu les honneurs de la ligne d'arrivée. Vous êtes classé 2e. Charlie Dalin, venez nous rejoindre. Félicitations, vous êtes le skipper d'Apivia. C'était encore aujourd'hui quand on voit les images. Merci. Les images, elles sont, je sais pas, elles serrent la gorge parce qu'il y a tellement d'émotions et des émotions contradictoires, évidemment, puisque c'était quoi, la plus grande aventure de votre vie? Bah oui, clairement, ouais, c'était. J'avais jamais passé entre guillemets que 20 jours en mer d'affilée sur un bateau jusqu'à ce moment-là. J'ai multiplié ce temps par 4. J'avais jamais que traversé l'Atlantique. Là, j'ai fait le tour du monde et voilà, j'ai découvert beaucoup de choses, appris énormément. Ouais, c'était vraiment on fait tout pour que ça soit une course et le moins possible une aventure, mais on peut pas lutter. Il y a forcément une petite part d'aventure aussi qui vient se greffer à la course. C'est difficile de dissocier les deux. Vous avez aussi, vous, pensé sérieusement à l'abandon pendant cette course. Donc 2e, c'est une très belle place parce que ça aurait pu être largement pire. Oui, c'est sûr que voilà, quand j'ai eu ce problème de foil un peu après les Kerguelen dans l'océan Indien, voilà, j'ai pensé que la course était terminée. Heureusement, voilà, l'équipe d'Apivia s'est mobilisée. Voilà, on a trouvé des solutions pour faire cette cale de foil là, de fortune pour pouvoir continuer. Même après en place, on n'était pas sûr de pouvoir continuer parce que voilà, il fallait valider la réparation. Voilà, le Pacifique se profilait devant l'étrave et il fallait pouvoir le traverser dans de bonnes conditions. Et voilà, finalement, j'ai pris la décision de continuer et je pense que c'était la bonne. Quoi. Si à ce moment-là, on m'avait dit que j'allais franchir la ligne d'arrivée en premier, ouais, je l'aurais peut-être pas cru. Eh bien, vous pouvez y croire. Vous allez recevoir votre trophée du 2e du Vendée Globe des mains du maire des Sables d'Olonne, Monsieur Yannick Moreau, Monsieur le maire. Sous vos applaudissements, là encore. Félicitations, Charlie. Le sourire et les applaudissements, on vous laisse regagner vos places d'un Yannick à l'autre Yannick. Merci. Yannick Bestaven, vainqueur de ce Vendée Globe, sous vos applaudissements. 80 jours, 3 heures. On est un peu en retard pour tout vous dire. Yannick, mais c'est pas grave, quel moment. 80 jours, 3 heures, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de marin, votre vie de terrien, cette victoire dans le Vendée Globe? Merci. Merci, ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça a changé? Beaucoup de choses, bien sûr. Déjà d'avoir terminé le Vendée Globe, parce que la vraie victoire, c'est d'avoir fait le tour, en fait, de l'avoir terminé. Moi, j'avais essayé déjà en 2008, ça s'était mal passé. La deuxième victoire, c'est d'avoir trouvé un partenaire, que Maître Coq et le groupe LDC m'aient fait confiance, à moi et à mon équipe, à toute notre équipe. Et c'est vrai qu'au début, quand on s'est rencontrés, l'objectif était de faire le tour du monde, le terminer. Quand on a changé de bateau, qu'on a racheté le bateau à Roland-Jourdain, l'objectif c'était d'essayer de terminer dans le top 10. Et après, au fur et à mesure de la course, Christophe, le patron de Maître Coq, disait il manquerait plus qu'on fasse un podium. Et avant l'arrivée, il disait il manquerait plus qu'on gagne le Vendée Globe. Voilà. Donc, ça s'est fait comme ça. Avec votre victoire donc à bord de Maître Coq, à quel moment vous vous êtes dit ça y est, la victoire, elle n'est pas que palpable, je la tiens? Je me suis jamais dit que je tenais la victoire. Jamais, parce qu'il y a eu tellement de rebondissements. Je savais qu'au passage du Cap Horn,
passer en tête le Cap Horn, c'était mettre une grosse option sur la victoire. J'ai vu au Brésil que voilà, c'était peut-être une utopie. Et puis après, je suis remonté, je suis revenu petit à petit. Le match était serré jusqu'au bout. Donc je pense qu'il n'y a qu'une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée que j'ai compris ce qui m'arrivait, quoi. Plus rien, plus personne ne vous enlèvera la victoire, mais ce titre, vous le remettez en jeu? Je sais pas. C'est une question à laquelle je peux pas répondre maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de retourner sur l'eau. J'ai envie de prendre autant de plaisir et de passion à naviguer, surtout sur des bateaux formidables comme les IMOCA. Donc on verra. Et on se souvient de votre bisou au trophée le jour du départ, le 8 novembre. Eh bien, ce trophée, c'est Yves Auvinet, président du conseil départemental de la Vendée et du Vendée Globe, qui va venir vous le remettre sous vos applaudissements avec Patricia Brochard, coprésidente de Sodebo. Allez-y pour remettre ce trophée que vous connaissez bien. Applaudissements encore un petit peu, s'il vous plaît, pour le vainqueur. Il se voit remettre le trophée. Merci beaucoup, merci pour tout ce que vous avez fait pour l'organisation de ce Vendée Globe. Bravo à vous d'avoir pu organiser dans ces périodes compliquées cette très belle course. Merci à vous. Monsieur le Président, approchez-vous, mettez-vous dans la lumière. Voilà. Avec cette question oui, traditionnelle. On vient de demander à Yannick s'il participerait au prochain Vendée Globe, donc ça veut dire qu'il y a un prochain Vendée Globe. Tous les 4 ans et nous maintenons le cap. Donc il y aura bien un Vendée Globe en 2024. Et si tout va bien, le départ sera donné Roulement de tambour. Le dimanche 10 novembre 2024 à 13h02. Ah ben on a hâte. Mais là voilà cette annonce avec d'autres rendez-vous. Yves Auvinet, d'ici là, des rendez-vous importants? Oui, tout le monde a remarqué que nous sommes extrêmement frustrés d'avoir quand même organisé ce Vendée Globe avec beaucoup de huis clos et avec monsieur le maire de la ville des Sables, avec l'ensemble de nos partenaires. Nous nous donnons rendez-vous le samedi 25 septembre en espérant que beaucoup d'entre vous pourront être avec nous pour pouvoir fêter, si les conditions pandémiques nous le permettent, avec tout le public qui le souhaitera, nos héros du Vendée Globe 2020-2021. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Au-delà du fait que vous nous avez fait rêver pendant des mois, vous nous avez fait pleurer, vous nous avez fait vibrer, vous avez été extraordinaires. On a passé un formidable moment avec vous. Je vous propose les deux Yves Auvinet, effectivement, on va vous inviter à rejoindre votre place et le podium à se reconstituer pour cette image de fin. Tout le monde se met debout également. Merci encore. Et on va faire une grande photo à distance. On va se tourner vers la caméra. La caméra est là-haut. Et tous ensemble, un salut à ceux qui nous regardent. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir fait revivre ce Vendée Globe. Et à bientôt. À bientôt. À dans 3 ans.